Bonjour et bienvenue à notre web émission Dialogue Fidélité. Je m'appelle Sarah Vétéré. En pleine saison des REER, les conseillers doivent gérer des décisions cruciales qui peuvent influencer autant la situation fiscale que la stratégie de placement de leurs clients pour l'année à venir. Dans la web émission d'aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs questions fiscales qui reviennent fréquemment. Les changements prévus pour 2026, l'évolution du taux d'inclusion des gains en capital, les mises à jour concernant les simples fiducies, la catégorie de société et les versements fiscalement optimisés, sans oublier d'autres stratégies essentielles pour maximiser les contributions et réduire l'impôt pour vos clients. Le bon timing et les bonnes décisions peuvent faire toute la différence en cette période importante et bien sûr occupée. Comment accompagnez-vous actuellement vos clients pour optimiser leur stratégie REER et quelles mesures proactives peuvent les positionner pour mieux réussir en 2026? Pour expliquer les points essentiels à considérer pour cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline Power, directrice en chef de la recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidélité Investissement. Jacqueline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci, Jacqueline. Donc, pour commencer, y a-t-il des changements d'un point de vue fiscal pour l'année 2026 dont les conseillers devraient être conscients? Alors, pas beaucoup de nouvelles à ce point-ci. Il y avait rien à propos des corporations. Ce qui a changé pour les particuliers, c'est le taux d'imposition pour la tranche le moins élevée, la tranche de revenus la plus petite. Dans cette situation, ça a commencé en juillet. Alors, en juillet, ça a diminué de 15% à 14,5%. Maintenant, c'est encore réduit à 14%. Alors, ça, c'était le 1er janvier que cela a eu lieu. Ce que cela veut dire, c'est pour un couple, ils vont avoir à peu près 750 $ de moins qu'ils doivent payer comme impôt. Super intéressant. Et en parlant de changement, il y a seulement un an, on a discuté en fait beaucoup du taux d'inclusion des gains en capital. Donc, peux-tu fournir à nos clients une mise à jour sur la situation actuelle? Oui, alors il y a eu beaucoup de changements. On sait que dans le budget 2024, ils ont proposé à augmenter le taux d'inclusion à 2/3. Pour les corporations, c'était dès le 25 juin 2024. Ça, c'était les corporations et les fiducies. Pour les particuliers, le premier montant de 250 000 de gains en capital, cela, c'était toujours avec le taux d'inclusion de 50%, mais tout au-dessus de cela, c'était à 2/3. Alors, beaucoup de personnes n'étaient pas du tout contentes. Il y avait aussi beaucoup de confusion parce qu'on ne savait pas si ça va être la loi ou sinon. Je suis très contente à dire que c'était annulé le 21 mars 2025. Et on sait que le Premier ministre, M. Carney, n'est pas du tout, il n'est pas intéressé à avoir ce type un taux d'inclusion plus élevé. Alors, on sait que ça va rester à 50% pour les prochaines 3 ans, probablement. J'espère que beaucoup plus que ça. Sûrement, oui. Et sur un autre sujet qu'on a beaucoup discuté, et en fait, on a même jasé de ça, Jacqueline, pendant notre webcast en décembre. Y a-t-il des nouveautés concernant les simples fiducies, donc Bare Trust en anglais? Oui, alors pour les simples fiducies, encore beaucoup de confusion à propos de est-ce que quelqu'un doit faire une déclaration, est-ce qu'il ne doit pas faire une déclaration. Et cela a continué pour longtemps. Alors maintenant, ils ont dit, le gouvernement a dit qu'une déclaration ne doit pas être soumise que pour les années au 31 décembre de 2026. Alors la fin de cette année, alors les déclarations doivent être faites l'année prochaine. En mars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus d'exceptions qu'on sait qu'il y a à ce point-ci. Alors, quand on regarde une petite fiducie, alors ça, c'est une fiducie qui est moins de 50 000 $
Le fiduciaire ne doit pas être lié au bénéficiaire. Ça peut être investi dans n'importe quoi. Pour ces situations, ce n'est pas une déclaration n'est pas nécessaire. Une autre exception, c'est les fiducies des petites parties, des parties liées. Alors, ces types de situations, c'est qu'un compte est ouvert peut-être pour un enfant. C'est un compte en fiducie pour un enfant. Si le bénéficiaire et le fiduciaire doivent être liés, le fiduciaire doit être une personne et pas une organisation. Aussi, c'est important que, le compte doit être moins que 250 000 $ et ça peut être investi dans n'importe quoi. Dans cette situation, ça ne serait pas nécessaire de faire une déclaration de ce côté non plus. Une autre chose qui est très bonne, c'est pour les situations où un enfant a acheté une maison. Ils ont besoin d'une hypothèque, mais pour être capable d'avoir cette hypothèque, les parents doivent être sur le titre de la maison. Avant, ça c'était considéré comme une simple fiducie et c'était nécessaire de faire une déclaration. Maintenant, une déclaration n'est pas nécessaire de ce côté. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles de ce côté. Super intéressant. Et puisqu'on parle de sujets qui reviennent souvent, passons maintenant à la catégorie de société. Donc, j'ai quelques questions à ce sujet. Pour commencer, Fidélité verse les distributions de gains en capital en janvier, mais la fin de l'année pour notre catégorie de société est en novembre. Pourquoi? Okay. Très bonne question. Alors, la raison, c'est parce que nous avons 60 jours après la fin de l'année pour verser ces dividendes de gains en capital. Alors, la raison qu'on choisit de les faire en janvier, c'est parce que c'est l'année prochaine. Alors, ça donne aux investisseurs presque une année au complet pour trouver des pertes ou pour faire d'avoir des stratégies du côté de la fiscalité. Même s'ils ne peuvent pas trouver des pertes et cela va être imposable, c'est imposable quand ils font leur déclaration d'impôt pour 2026 et ça va être uniquement en 2027, avril de 2027. Alors, ça donne beaucoup de temps avant que ça doit être payé. Une chose à propos des distributions gains en capital, je crois que tout le monde le sait, mais cette année, on va payer des distributions gains en capital et ils vont être payés le 28 janvier. Super. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il investir dans la catégorie de société? Donc, peux-tu peut-être nous parler des principaux avantages? Oui, alors il y a beaucoup d'avantages. Un en particulier, c'est que les distributions qu'on envoie aux investisseurs, ils sont mieux du côté de la fiscalité qu'avec nos fonds de fiducie. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'on ne peut pas faire une distribution de l'intérêt de revenus étrangers. On peut seulement faire des distributions de gains en capital et aussi de dividendes canadiens. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que quand nous sommes en train d'essayer de réduire l'intérêt, le revenu étranger, on regarde tous les fonds dans la structure et peut utiliser les dépenses d'un fonds pour réduire l'intérêt et le revenu étranger d'un autre fonds. Alors, ça nous aide à réduire les distributions ou réduire la chance que cela va être imposable dans la structure. Parce que si c'est imposable dans la structure, ça affecte la valeur du fonds. Et pour cette situation, les personnes ont probablement entendu parler du revenu bloqué. Et ça, c'est le cas. Ça, c'est où on n'a pas assez de dépenses pour réduire cet intérêt et ce revenu étranger. Donc, vraiment une stratégie à considérer pour les comptes non enregistrés. Exactement. Parfait. Puis une dernière question sur la catégorie de société. Fidélité se situe où par rapport aux compétiteurs qui offrent également une structure corporative?
Oui, alors nous sommes la plus grosse. Alors, on offre à peu près, je crois que c'est 88 fonds qu'on offre, mais les actifs que nous avons à la fin de novembre, c'était 95 milliards de dollars dans la structure. Alors, nous sommes vraiment la plus grosse dans l'industrie et ça nous aide du côté de la santé de la structure. Parce que nous sommes aussi grosses, on a beaucoup de dépenses qui nous aident à réduire cet intérêt, le revenu étranger. Et comme j'ai dit avant, on n'a pas du revenu bloqué pour 2025 et on va continuer à essayer de ne pas avoir cela dans les années au futur aussi. Super. Puis vu qu'on parle de la catégorie de société, je voulais aussi te poser une question sur nos versements fiscalement optimisés. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi cette approche peut être utile aux investisseurs? Et sur ce point, selon toi, quel type d'investisseur pourrait le plus profiter? Oui. Alors, pour celui-ci, je vais commencer par parler un peu à propos de la façon que ça fonctionne. Alors, les investisseurs peuvent choisir des distributions entre 5 et 8 %. Alors, le montant qu'ils vont recevoir pendant l'année, c'est basé sur la valeur du fonds au début de l'année. Et on va multiplier cela par le 5 ou 8 % et le nombre d'unités qu'il tient. Alors, s'ils continuent à tenir le même nombre d'unités pendant l'année, ils vont toujours avoir le même revenu chaque mois, les mêmes distributions chaque mois. La raison que c'est très bonne, c'est quand ces distributions se font, la plupart de la distribution est un remboursement de capital. Alors, parce que c'est le capital de l'investisseur qui est remboursé à eux, il n'y a aucun impôt qui s'applique de ce côté. Alors, c'est très bon pour les personnes qui veulent avoir plus de revenus, mais ne veulent pas affecter leur revenu net. Alors, ça, c'est une très bonne chose. Où on trouve que c'est bon, c'est pour les personnes peut-être il y a un client qui veut recevoir plus d'argent chaque mois, mais ils ont peur que leur sécurité de vieillesse va être réduite si leur revenu net est augmenté. Alors, dans cette situation, c'est une bonne option pour eux parce qu'ils peuvent recevoir plus de revenus sans affecter ce revenu net. Et en parlant des clients avec des objectifs particuliers, pour ceux qui sont des philanthropiques, y a-t-il des avantages fiscaux spécifiques dont ils pourraient bénéficier en utilisant cette stratégie? Oui, il y a. Alors, ce qui arrive, c'est que chaque fois, une chose que je n'ai pas mentionnée, quand il y a ce remboursement de capital, chaque fois qu'il y a ce remboursement, le PBR du fonds tombe par le montant du remboursement de capital. Alors, ce qui arrive, c'était au moment où le client décide de vendre ce placement, il va avoir un gain en capital qui va être plus élevé. Si le client est philanthropique, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire un don en nature du montant au complet ou d'un pourcentage du placement. Et parce que ce don est fait en nature, le taux d'inclusion pour gain en capital est 0 et il reçoit aussi un reçu de don pour cela. Alors, c'est une très bonne stratégie parce qu'ils ont reçu de l'argent pour les remboursement de capital, alors aucun impôt sur ce côté. Et s'il fait ce don de bienfaisance, pas d'impôt de l'autre côté non plus. Alors, une très bonne stratégie. Super intéressant. Merci, Jacqueline. Puis maintenant, une question pour toi plutôt sur la planification pour les conseillers. Donc, la saison des REER est arrivée. Donc, quels sont les plafonds de contribution que les conseillers devraient connaître? Oui, alors à propos des REER, je crois que la plupart des personnes savent que c'est 18 % du revenu qui peut être contribué. Le maximum pour 2026, c'est 33 810 $. Les contributions peuvent se faire dans les premiers 60 jours de 2026 et la déduction peut être utilisée en 2025 ou en 2026. Pour 2026, à 60 jours, le 1er mars, c'est un dimanche, alors ils peuvent contribuer jusqu'au lundi et ça, c'est le 2 mars.
Alors, ça, c'est important à savoir de ce côté. À propos des CELI, il y a pour tout le monde, tous les Canadiens, ils ont le même montant qu'ils peuvent cotiser au CELI. Alors, pour 2026, ça va être 7 000 Si vous avez des clients qui n'ont jamais utilisé un CELI et c'était admissible dès que c'était établi en 2009, ils peuvent contribuer 109 000 au CELI pour 2026. Super. Et puisqu'on parle de cotisation, une question qui revient quand même souvent. Si un client hésite entre cotiser au CELI ou au REER, que devrait-il choisir? Oui, alors, comme plusieurs choses, quand on discute la fiscalité, la réponse est ça dépend. Alors, si pour les jeunes, ce que je trouve, c'est que plusieurs, quand ils commencent à travailler, ils prennent la décision de faire des contributions au CELI au lieu de faire des contributions au REER. Et la raison, c'est parce que le revenu est assez bas et ils n'ont pas besoin de la déduction à ce point-ci pour les REER. Alors, où on trouve que c'est un peu mieux d'aller du côté du REER, c'est quand quelqu'un est à un taux d'imposition qui est plus élevé. Dans cette situation, il veut avoir cette déduction. De cette façon, ça va réduire les impôts qu'il doit payer. Parfait. Puis peux-tu aussi nous parler des plafonds de cotisation au REE et au CELIAP? Oui. Alors, avec le REE, pour celui-là, il peut contribuer n'importe quel montant qu'il veut pendant l'année. Le maximum qu'il peut contribuer pendant leur vie, c'est 50 000 Il peut aussi recevoir des subventions. Alors, pour les subventions, c'est 20% du montant qui est contribué au compte avec un maximum de 500 chaque année. Alors, si quelqu'un fait une contribution de 2 500 il peut recevoir une subvention de 500 Si quelqu'un est en train de rattraper les subventions, le maximum que le gouvernement va payer dans une année, c'est 1 000 Alors, ce serait une contribution de 5 000 leur donne 1 000 comme subvention. Du côté du CELIAP, avec celui-ci, c'est un assez nouveau compte. C'était établi en 2023. Alors, avec celui-ci, quelqu'un peut contribuer pendant leur vie 40 000 au CELIAP. Chaque année, c'est 8 000 Ça, c'est le maximum qu'il peut contribuer. Une chose qui est intéressante avec le CELIAP, c'est que les droits de contribution vont commencer au moment que le compte est ouvert. Alors, ce n'est pas comme un REER ou comme un CELI où ça commence plus tôt. Une autre chose à savoir, c'est si quelqu'un est en train de rattraper pour des contributions qui avaient eu lieu avant, le maximum qui peut être contribué dans une année, c'est 16 000 Une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est comme avec le REER, le montant qui est contribué pendant l'année, ça va leur donner une déduction. Si le client ne veut pas utiliser la déduction, peut-être c'est quelqu'un qui est assez jeune, ils n'ont pas un revenu très élevé, il peut garder cette déduction et l'utiliser au futur. Super intéressant. Puis passons maintenant à un autre sujet qui est quand même souvent discuté. Donc, quels sont les points essentiels que les conseillers et les investisseurs devraient connaître sur la déductibilité des intérêts? Oui, alors avec celui-ci, quelqu'un peut emprunter de l'argent pour investir cela. Ce qui est important, c'est qu'il doit croire qu'ils vont recevoir du revenu de cela. Alors, revenus d'intérêt, revenus étrangers, des dividendes aussi. Les gains en capital, ça ne compte pas. Alors, s'ils croient qu'ils vont seulement avoir des gains en capital, ils ne peuvent pas déduire l'intérêt dans cette situation. Alors, peut-être les clients vont demander, est-ce que les fonds mutuels avec Fidelity, est-ce que ça c'est quelque chose, parce que plusieurs de nos fonds donnent
donne des gains en capital. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous avons les distributions qui peuvent se faire chaque année. Même s'ils ne se fassent pas, ce qui est important, c'est qu'il y a une possibilité qu'ils vont recevoir de l'intérêt, de revenus étrangers ou même des dividendes canadiens. Alors, avec nos fonds mutuels qui sont des fiducies et aussi les fonds dans les catégories de société, ils vont être admissibles du côté que s'il y a de l'intérêt et si l'argent a été emprunté pour investir, oui, cette déduction peut se faire. Parfait. Puis peux-tu expliquer pourquoi quelqu'un voudrait mettre en place une stratégie de prêt conjoint? Donc, quelles sont les considérations importantes? Oui, alors plusieurs Canadiens ne savent pas qu'on ne peut pas donner de l'argent à notre conjoint pour investir. Si on fait cela, le revenu qui est gagné dans ce compte, ça attribue à la personne qui a prêté, non, qui a donné l'argent. Alors, ça, c'est pas une bonne situation. Ce que serait mieux avec ce client, ça serait que le conjoint emprunte, qu'il prête l'argent à le conjoint qui a un revenu moins élevé. Alors, dans cette situation, c'est nécessaire qu'il y ait un document qui dit que c'est vraiment un prêt entre les deux. Il doit avoir de l'intérêt qui est associé avec cela. L'intérêt minimum doit être le montant, l'intérêt prescrit par ARC. Présentement, ça, c'est 3%. Alors, l'intérêt doit être payé par le 30 janvier chaque année. Si ce n'est pas payé, ce qui arrive, c'est que le revenu attribue à la personne qui a prêté l'argent. Alors, c'est très important de payer cet intérêt. C'est aussi important que l'intérêt soit payé d'un compte bancaire qui est dans le nom de l'emprunteur seulement. Si c'est au nom du prêteur et l'emprunteur, ce qui arrive là, c'est que le gouvernement ne sait pas qui a payé l'intérêt. Alors, ça doit être dans ce nom uniquement. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est pour 2026, le 30 janvier, c'est un samedi. Alors, c'est important de payer avant le 30 pour 2026 pour être sûr qu'il ne va pas avoir des problèmes de ce côté. Super. Et toujours du point de vue fiscal, à l'approche de la période des impôts, beaucoup de gens se demandent ce qui est déductible ou non en matière de frais. Donc, peux-tu nous donner un aperçu des règles et points importants à savoir? Oui, alors si les frais les frais ont été payés pour des conseils qui étaient donnés pour acheter ou pour vendre des actifs et que ce frais est raisonnable, ça se peut que ça peut être déduit. Aussi, s'il y a un frais qu'un conseiller charge et que ce qu'il fait, comme il travaille dans cette industrie, ça c'est ce qu'il fait chaque jour, il charge ses frais. Encore, si le frais c'est pour acheter ou vendre les actifs, oui, ça serait déductible. Ce qui n'est pas déductible est le RFG qui est payé pour le fonds. Parce que ce qui arrive là, c'est que ça va être déduit dans le fonds et non par l'individu. Alors, quand les distributions sont envoyées aux particuliers ou à l'investisseur, à ce point-là, le RFG a déjà été déduit du fonds. Parfait. Et si on parle maintenant du fractionnement du revenu à la retraite, peux-tu nous expliquer les différentes options et dans quelle situation il est avantageux de fractionner le revenu de pension admissible avec un conjoint? OK. Alors, avec les RPA, les régimes de pension agréés à cotisation déterminée et aussi à prestation déterminée,
Pour tous les deux, ce qui arrive, c'est que dès que quelqu'un commence à recevoir de l'argent de ces types de placements, il peut fractionner le revenu avec leur conjoint. Alors, ça ne fait aucune différence s'ils ont 55 ans, 65 ans, ça ne fait aucune différence. La raison c'est bon de faire ce fractionnement de revenus, c'est si un conjoint a un revenu très élevé, l'autre a un revenu très bas. Entre les deux, ça va être, s'il fait ce fraction de revenus, ça va aider la famille parce que les impôts pour la famille vont être moins élevés dans cette situation. L'autre type de revenu qui peut être tous les autres types comme le revenu du fer, le revenu du FRV, cela peut être partagé de l'âge de 65 ans et après. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas égale entre les deux, qu'il y a des différentes règles, mais ça, c'est la façon que ça fonctionne présentement. Une chose qui est aussi importante à savoir, c'est que c'est au moment que quelqu'un font leur déclaration d'impôt qu'ils vont partager leur revenu à ce point-là. Ce n'est pas nécessaire de contacter l'institution financière et leur demander de faire ce fractionnement de revenus. C'est vraiment à la fin de l'année, après qu'ils ont déterminé c'est quoi le revenu des deux conjoints et c'est quoi le montant qui devrait être partagé entre les deux. Une autre chose qui peut être partagée, c'est aussi le RRQ. Alors, avec cela, c'est fait directement avec le gouvernement et le gouvernement va partager les crédits qui ont été créés pendant que le couple était ensemble. Et quand le montant est payé directement du gouvernement, à ce point-là, c'est déjà partagé à ce point-là. Super intéressant. Jacqueline, j'ai entendu dire que Fidélité fait une soumission prébudgétaire au gouvernement fédéral chaque année. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Je crois que nous sommes une des seules institutions financières que le fait. Mais oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On veut que le gouvernement sait ce qu'on veut voir dans le budget. Alors oui, c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Super intéressant. Est-ce que Fidélité, en fait, l'équipe de recherche sur la retraite et la fiscalité de Fidélité se rend à Ottawa pour discuter du budget? Oui, alors ça, c'est une très intéressante chose qui se fait. Alors, on va et on peut avoir une copie du budget avant tout le monde dans le pays, mais il y a des règles très strictes à propos de cela. On doit leur donner nos téléphones, nos tablettes. Il n'y a pas de Wi-Fi. On peut garder notre ordinateur, mais on n'a vraiment aucun contact avec hors de cette chambre et ils sont très stricts à propos de cela. Mais c'est bon pour nous parce qu'on a une copie du budget, on peut commencer à faire un sommaire à propos de ce qu'on voit qui arrive dans le budget. OK, super intéressant. Puis puisque tu mentionnes que Fidélité fait une soumission chaque année, peux-tu nous partager certaines choses que Fidélité espérait peut-être voir dans les budgets précédents? Oui, alors l'année dernière, une des choses qu'on a suggéré, c'est d'augmenter le montant qu'on peut contribuer à un REER. Alors le pourcentage et aussi le montant maximum qu'on peut contribuer. Ils n'ont pas pris ce changement, mais on a demandé. Une autre chose, c'est d'augmenter l'âge où on doit changer notre REER à un FER. Alors présentement, c'est 71. On veut augmenter cela pour que ça soit 73. Et une autre chose, c'est à partir pour le fractionnement de revenus. Alors, on veut que ça soit égal entre si l'argent vient d'un régime de pension ou si ça vient d'un FER ou un FRV. Ça devrait être le même âge qu'on peut commencer à partager ce revenu. Donc, peut-être des changements qu'on va voir dans le futur, on ne sait jamais. Donc, merci Jacqueline et merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec vos représentants Fidélité. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles.
Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!